entreprises prennent le virage de la transition. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai vraiment la chance d'avoir un plateau d'exception. On va parler évidemment alimentation, food avec Perrine Bismuth, qui est la cofondatrice du fonds French Food Capital. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Bonjour. On est avec Maud Cailleux. On va parler financement. Comment finalement aujourd'hui on peut avoir une banque 100% verte avec Green Got. Merci d'être là. On va parler mode avec Solène Ney qui vient vraiment à la dernière minute. Merci d'être là, Solène. Remplacer Guillaume Gibault, le fondateur du slip français. Mais c'est très bien comme ça. Les femmes sont très majoritaires sur ce plateau. Une fois n'est pas coutume. Merci d'être avec nous. Bonjour. Le slip français qu'on ne présente plus, mais qui est dès le départ, voilà, une start-up qui n'est plus une start-up parce qu'aujourd'hui qui est une entreprise à part entière qui a fait ses preuves, mais qui était engagée dès le départ. Donc on va en parler ensemble. On va parler aussi avec Caroline Randolphy d'Éric Bompard. Vous en êtes la directrice artistique. Oui. Et donc là aussi, depuis longtemps, Éric Bompard, une maison très connue, qui s'est engagée dès le début, mais qui prend le virage de la fabrication française. Exactement. Et très, très engagée sur tous ces sujets. Et enfin, on va parler mobilité avec l'homme de cette soirée, puisque on va parler de Carl Lily. Est-ce que, je sais, vous connaissez tous Carl Lily ? Oui. Sinon, on va vous convaincre de... Ça y est, excusez-moi, Moindreau, je cherchais votre nom de famille, Vincent. Vincent Moindreau, qui est le fondateur de Carl Lily. Et c'est amusant parce que juste avant, on était avec l'incubateur Paris & Co, dont vous faisiez partie. Et donc vous êtes parti, et il disait voilà 95% des startups qui sont chez nous réussissent, et vous en êtes la preuve. Donc on va parler de mobilité. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Perrine, puisque l'alimentation est au cœur de toutes les préoccupations des Français et des villes aussi. Donc comment voilà le fonds French Food Capital s'attelle vraiment à choisir des investissements et qui sont à impact et qui en tout cas, ont la volonté de faire changer les choses en termes d'alimentation et de permettre à des sociétés qui existent depuis un moment de prendre ce virage de la transition, ce qui n'est pas forcément évident. Merci pour cette question parce que donc nous on a créé, donc moi je suis une des créatrices de French Food Capital et on a créé French Food Capital avec une vision qui est de dire on va essayer d'accélérer les PME de l'alimentaire pour en faire des ETI. Et une brique de cette accélération, c'était évidemment d'accélérer leur engagement en faveur de ce qu'on appelle ce gros bloc qui est la transition alimentaire, dont évidemment le pilier climatique fait partie. Et nous, ce qu'on a envie de faire, on considère qu'en tant que fonds d'investissement, évidemment, notre impact, c'est d'avoir une influence assez majeure sur l'engagement des entreprises dans lesquelles on investit, et c'est finalement c'est notre seul impact. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est transformer ces entreprises vers l'impact. Donc, on prend une entreprise de l'agroalimentaire lambda et en revanche, on les aide à faire émerger les engagements stratégiques pour elles, à les structurer, à les mesurer. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on regarde un petit peu dans l'agroalimentaire, quand on regarde un peu les chiffres, en fait, il y a 90% des dirigeants de PME qui se disent engagés pour la RSE, donc il y a vraiment une volonté de le faire. En revanche, il y en a 50% qui structurent leurs engagements et 25% qui les mesurent. Donc le sujet, c'est vraiment de les accompagner dans la mesure de ce qu'ils font pour qu'on puisse aller plus loin et puis effectivement aller toujours plus loin dans l'impact, et la mesure est clé. Enfin, moi, souvent, ce que j'aime dire, c'est que le développement durable, c'est avant tout des indicateurs, et donc si on n'arrive pas à mettre des indicateurs sur ce qu'on fait, a priori, on n'arrive pas à avoir un impact solide et durable. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets, justement, de sociétés dans lesquelles vous avez investi et qui ont changé leur comportement, qui ont changé leur façon de faire, juste pour qu'on comprenne où vous êtes allé les chercher et le chemin que vous leur avez fait parcourir? Je vais donner l'exemple de celle qui a eu le chemin le plus long, puisqu'on a fait tout le parcours, on est rentré, on est sorti, donc c'est notre seule sortie, c'est les 2 marmottes, pépites au Savoyard de l'infusion. Et en fait, quand on est rentré dans les 2 marmottes, on a découvert un gisement d'engagement, et le travail qu'on a fait, c'est de définir une mission à impact qui est intégrée à la marque, qui est d'être le seul acteur à fournir des infusions 100% plantes sans jamais d'arôme ajouté, et tout ça en laissant moins de traces dans la nature, derrière nous, comme les marmottes en pleine nature. Et quand on dit ça, ça a l'air simple,
Mais en fait, on avait quand même 10% de nos références, qui a 10% de notre chiffre d'affaires qui avait des arômes. Donc, il a fallu couper 10% du chiffre d'affaires pour être un peu droit dans ses bottes. Parce que quand on commence à revendiquer une mission, et je pense qu'ici, je connais bien le style français, je connais bien certains intervenants, mais le gros enjeu, c'est d'avoir une colonne vertébrale par rapport à son engagement. Et donc, ça suppose de changer des pratiques. Et du coup, ça suppose de faire des choix qui ont un impact business aussi. Et ça, c'est pour ça que je disais au début que notre impact d'investisseur, c'est aussi d'accompagner les entrepreneurs dans ces choix qui ont un impact business. Et 10% du chiffre d'affaires, c'est pas anodin. Donc, on a mis 1 an en R&D à réussir à faire des infusions fruitées sans arômes ajoutés. Pareil, on a retravaillé notre sourcing pour se dire, on avait 45% d'approvisionnement en direct producteur. L'idée, c'était de passer à 80%. Donc ça suppose aussi un vrai changement de pratique. Et donc, on a défini comme ça un vrai business plan d'impact avec un certain nombre d'indicateurs, une ambition. Et les équipes se sont mis en ordre de marche pour l'atteindre. Et ça, c'est vraiment important parce que ça structure toute une organisation vers un changement de pratique. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut parler d'impact au-delà juste d'un engagement corporate RSE. Donc en fait, quand vous les sélectionnez, quand vous investissez, elles ne sont pas totalement green, mais quand elles ressortent de chez vous, ça y est, elles sont devenues sociétés à impact. Il y a une base, elles le sont. Charge à nous de révéler cette base et de la structurer pour s'en servir comme tremplin pour aller plus loin. Et c'est ce dont ont besoin les PME, parce qu'en fait, il y a un engagement un peu instinctif du dirigeant, surtout dans l'agroalimentaire. On sait très bien que les attentes du consommateur sont très fortes. Les engagements de PME, rien que sur le social, ils font plein de choses puisqu'ils sont relativement proches de leurs collaborateurs. Ils ont une vision, mais rien n'est structuré en fait. Et donc, si on veut aller plus loin, il faut qu'on arrive à révéler ce qui est fait et dire, maintenant, on va se donner une ambition pour aller plus loin. Mais déjà, notre travail, c'est de révéler ce qui est fait et de le structurer. Et de les aider pour le faire. Et les salariés adhèrent forcément aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a quelques années. Ils adhèrent. De toute façon, c'est une brique essentielle de la marque employeur. Aujourd'hui, les salariés adhèrent complètement. Nous, c'est un bon exemple finalement, les deux marmottes, parce qu'on a un bon Chablais en Haute-Savoie. Donc, recruter à bon Chablais à la frontière avec la Suisse, c'est pas évident, je peux vous le dire. On a eu du mal. Donc, à la fois pour les 4 dirigeants, du coup, il fallait qu'on aille chercher des gens à Lyon, à Paris, qu'on les fasse descendre. Pour tout le personnel qui est sur le site de production, on avait la concurrence des salaires en Suisse. Et donc, si on n'arrive pas à apporter ce supplément d'âme à nos collaborateurs, clairement, on n'arrivait pas à recruter, ça ne va pas s'arranger demain, je pense. Merci Perrine. Maude, qui est donc Green Got, est-ce qu'on peut pitcher pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Green Got, même si c'est une réussite incroyable en aussi peu de temps. Faut dire que vous êtes arrivé, comme on dit, time to market. Alors oui, donc Green Got, c'est une néobanque pour financer la transition écologique et énergétique. Alors pourquoi une banque pour financer la transition ? Comme vous le savez toutes et tous, la transition va demander beaucoup d'argent. Et le seul problème aussi qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on ne le sait que trop peu, mais notre argent à la banque ne dort pas. On a cette vision un petit peu à la Picsou, où il nous attend en petite coupure dans un gros coffre. Non, il a une vie assez palpitante et il permet directement ou indirectement à notre banque de financer des choses. Et en France, on finance encore massivement les énergies fossiles. C'est historique, c'est depuis les révolutions industrielles. Et depuis, nos banques n'ont pas eu le mémo du changement climatique et sont restées sur ces mêmes logiques. Donc demain, toi, Laura, Perrine, vous pouvez prendre le vélo tous les jours, arrêter de manger de la viande, vivre dans une grotte dans le Larzac. Si vous avez encore juste 25 000 € dans une des 4 plus grandes banques françaises, c'est 12 tonnes de CO2 qui sont émises en votre nom chaque année. Voilà, donc c'est le plus grand levier à actionner au niveau individuel. C'est aussi un levier absolument immense à activer au niveau mondial, parce que ça ne connaît pas de frontières et qu'on peut avoir de l'impact partout. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaqué au milieu de la banque. Mais oui, ça a été un long chemin, un long périple. Mais bien accueilli aujourd'hui. Et comment vous sélectionnez les projets dans lesquels vous allez investir ? Est-ce que justement vos futurs clients peuvent avoir connaissance des projets que vous privilégiez ? Bien sûr, sur l'application directement, en toute transparence, ils voient exactement quel projet nous finançons. Ils voient aussi quel est leur impact grâce à leur argent dans ces projets. Combien de tonnes de CO2 stockées avec ce projet Amazonie, combien de stocks de CO2 évités grâce à ce projet d'énergie renouvelable, et évidemment l'impact de l'ensemble de la communauté. Et donc nous, on a évidemment donc un prisme très carbone. Notre priorité, c'est de diminuer les gaz à effet de serre, mais aussi biodiversité. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, les 3 projets que nous finançons avec le compte courant, c'est un projet de protection et de sanctuarisation de mètres d'hectares de la forêt amazonienne, un projet aussi de retirer du plastique des océans avec une ONG, et un 3e projet qui est le développement d'énergie renouvelable dans des pays où le mix électrique est encore très dépendant des énergies fossiles. Et aujourd'hui, vous comptez combien de clients ? On est à 9000 clients et à la fin de l'année, je l'espère, 10 000. Et comment, aujourd'hui, quel est le type de client que vous avez ? C'est plutôt la jeune génération que vous attirez ? Parce qu'on dit souvent que quand on choisit une banque, la première banque, on la garde. Donc là, est-ce que c'est finalement des premiers clients ou c'est des clients très engagés qui vont changer de banque pour venir chez vous ? Et j'ai envie de dire, comment vous pouvez les attirer ? Alors, les attirer, c'est très simple finalement quand on découvre l'impact de son argent et on se dit qu'on fait des efforts au quotidien mais qui sont annulés au centuple, au millième par son argent à la banque, c'est quand même très frustrant. Donc c'est très facile de changer de banque. Vous pouvez ouvrir un compte chez Greengot en 6 minutes en téléchargeant l'application, donc c'est plutôt convaincant. Après, les personnes aujourd'hui que nous attirons, c'est surtout des personnes autour de 30-35 ans, donc c'est pas forcément leur première banque. Après, il y a différents usages, il y a à peu près un tiers de notre base qui utilise vraiment comme son compte principal, et puis on a encore d'autres personnes qui utilisent avec d'autres cartes pour le quotidien en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, Greengot, donc c'est principalement un compte courant, ou est-ce que vous envisagez de proposer d'autres produits financiers ? On n'envisage pas, on travaille déjà et ça sort dans quelques semaines, donc de l'investissement. On sort donc l'épargne sous forme d'assurance vie, et l'idée avec Greengot, la première étape c'est le compte courant. Évidemment, les secondes étapes c'est l'investissement qui est un levier qui a encore plus d'impact, et donc on va proposer de l'assurance vie mais aussi beaucoup d'autres produits d'investissement pour à chaque étape de ta vie d'investisseur, ce que tu cherches, la liquidité, toutes ces choses-là, le niveau d'impact aussi, tu pourras tout trouver et toujours en toute transparence chez nous. Et ça, date de sortie, c'est pour ? C'est pour début de l'année prochaine. Voilà, donc on change tous de banque. Je t'attends en tout cas. Solène, merci de représenter si bien Guillaume Gibault. Donc on disait le slip français engagé depuis le départ, un pari totalement fou. Parce que quand Guillaume l'a eu, on l'a tous regardé avec des yeux, mais en disant mais qu'est-ce qu'il fait ? Quel est l'intérêt de fabriquer presque des slips en France ? Moi, je me souviens, j'étais une des premières à en parler à la télé. On m'a dit mais qu'est-ce que c'est que le slip français ? Alors évidemment, un génie du marketing, parce que c'est ce qui a permis aussi toute cette adhésion si rapide. Aujourd'hui, vous êtes une grosse entreprise, vous n'êtes plus la petite start-up qu'on a connue. Est-ce que l'enjeu zéro carbone fait partie d'un de vos défis et que vous relevez régulièrement ? Est-ce qu'on peut avoir un petit état des lieux, ce qu'est le slip français aujourd'hui, parce qu'il a bien changé ? Bien, comme tu l'as dit, le slip français aujourd'hui, ça fait 11 ans. Donc ce n'est plus Guillaume tout seul, mais Guillaume accompagné d'une centaine de personnes qui travaillent pour le slip français aujourd'hui dans différents métiers. Le slip français a 11 ans, il a gardé la même promesse du Made in France, qui était qu'aujourd'hui tous nos produits sont faits en France une fois que le fil est sur le territoire. Toutes les étapes de transformation des textiles, tissage, tricotage, teinture, confection vont être faits en France jusqu'au packaging. Donc ça, c'est quelque chose de fort qu'on a gardé, c'est un engagement fort, l'engagement du local qu'on a gardé jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entreprise à mission, on a structuré notre démarche. Ce qui est un step important aussi pour une PME, c'est de se dire aujourd'hui, on fait beaucoup de choses avec bon sens, on avance, on essaie toujours de se questionner, de repenser un peu comment on va inventer notre modèle et innover pour toujours faire mieux et plus localement. On a structuré cette démarche et aujourd'hui, après 11 ans, on ouvre un nouveau positionnement où on veut vraiment devenir pionnier de ce Made in France et accompagner d'autres entreprises à relocaliser, à se retrouver dans cette équation où en fait on va faire du Made in France un levier de performance économique, sociétale et environnementale, parce qu'aujourd'hui faire plus localement c'est aussi réduire son impact et on l'a fait, nous justement on a mesuré, on a fait notre bilan carbone l'année dernière pour la première fois et on se rend compte qu'en produisant en France, étant donné qu'il y a énormément d'étapes de fabrication qui utilisent de l'énergie, on peut vraiment réduire jusqu'à 50% l'impact d'un produit textile. Donc c'est assez important et c'est vraiment un levier aussi pour aller dans cette transition et s'inscrire dans cette transition. Donc on a ouvert ce nouveau
ce nouveau business qu'on faisait ponctuellement. Et aujourd'hui, vraiment, on essaie d'accompagner tout acteur de la filière, luxe, grande distribution, créateur, à s'inscrire dans cette démarche avec nous. Et alors, quelle vision on a de la consommation dans les années à venir, alors qu'on nous dit qu'il faut ralentir notre consommation, qu'il faut être beaucoup plus sobre? On est créateur et on en parlera aussi ensemble avec vous, Caroline. C'est qu'à la fois, on est consommateur, vous, en tant qu'entreprise, vous avez envie de nous faire acheter vos produits, et nous, on nous dit toute la journée, arrêtez d'acheter, vos placards sont pleins. Donc, est-ce que, je me dis, est-ce que la data que vous avez, parce que vous avez des clients fidèles, vous êtes des marques engagées, vous avez, est-ce que vous pouvez proposer d'autres choses que des vêtements ou une autre façon de les consommer? Parce que c'est vrai que tout ça, c'est magnifique. On voit, on crée de l'emploi, on fabrique en France, on se dit, ben, c'est bien, le pull que je vais acheter, quelque part, je suis conso-acteur. Mais d'un autre côté, on nous dit, attention, est-ce que ce pull, t'en as vraiment besoin? Est-ce que t'en as pas déjà 15 dans ton placard? Et est-ce que ça pollue pas malgré tout? L'idée, c'est ça. Aujourd'hui, nous, on propose depuis 10 ans, je pense, une autre manière de consommer, en consommant local, en se disant qu'effectivement, aujourd'hui, au-delà de l'impact qui est moindre sur un produit qu'on va produire localement, on va préserver des emplois. Aujourd'hui, le slip français, on est 100 en emploi direct, mais on est plus de 250, voire 300 en emploi indirect sur le territoire. Donc nous, effectivement, on va proposer une autre manière d'acheter, une solution, entre guillemets. Et effectivement, aujourd'hui, on va pousser aussi, nous, ce qu'on fait, c'est des produits qui vont être durables, qui vont durer dans le temps. Donc effectivement, c'est compliqué en tant qu'entreprise de se dire, bah, effectivement, on ne rachète pas tout le temps. Mais aujourd'hui, quand on consomme, consommer mieux, vraiment être conscient de son achat, prendre un achat qui va durer dans le temps et dans lequel on est fier. Nos vêtements, c'est aussi une façon de s'illustrer et de s'exprimer. Donc on les accompagne aussi comme ça aujourd'hui à faire leurs choix et à innover et à faire autrement. Alors aujourd'hui, je crois qu'on est le seul pays d'Europe à avoir adopté cette loi qui interdit aux marques de brûler les invendus. Si demain on nous disait en tant que consommateur, je lance, tiens, mais finalement, et je sais, j'en ai pour avoir échangé avec Guillaume Gibaud, que grâce à l'innovation qui est de plus en plus présente dans la marque textile, hein, on peut demain dire, bah tiens, ce pull, j'en veux plus, ou il est abîmé, il va pouvoir resservir à fabriquer un nouveau pull. Donc finalement, on va avoir une consommation où on est beaucoup moins coupable. À la limite, on a envie d'acheter 15 pulls, c'est possible, puisqu'on sait que si on le redonne, on en refera un pull et qu'on ne polluera plus de la même façon. C'est pas une solution comme ça, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est effectivement déjà dans cette idée de consommateur. Aujourd'hui, tu as parlé de la loi AGEC qui arrive avec l'interdiction de détruire des invendus. Il y a aussi énormément d'obligations qui vont arriver à partir du 1er janvier 2023 où on va donner des clés aussi aux clients par la traçabilité. Par exemple, on va devoir mettre sur les produits demain, janvier 2023, quel est le pays de confection, de tissage, de tricotage, bientôt un Nutri-Score, affichage environnemental, mais du textile. On va calculer cet impact, donc on va aussi donner des clés aux consommateurs pour être acteurs de ces achats et être achetés en toute conscience. Et effectivement, nous, ce qu'on va proposer, on a développé en février, on répare les produits à vie. C'est-à-dire qu'on va réparer le produit pour qu'il dure le plus longtemps possible dans le temps. On y croit vraiment à cette durabilité produit de réparation. Et certes, on peut recycler, mais ça vient vraiment à la fin. D'abord, on achète un produit durable, ensuite on le répare, et ensuite on le recycle, ou on lui donne une seconde vie peut-être, et ensuite on le recycle, et on a un projet justement où on recycle des sous-vêtements pour en refaire du fil. Mais ça doit vraiment être dans une logique pas de surconsommation, mais vraiment à la fin de la boucle. Et nous, c'est ce qu'on essaye de penser. C'est là-dessus aussi qu'on essaye d'accompagner les marques, justement avec cette nouvelle activité B2B où on accompagne des acteurs. Et justement, on parlait de financement et de où est-ce qu'on met son argent aujourd'hui et dans quel projet on investit. Nous, on l'a lancé avec l'ITA le mois dernier un financement participatif. On fait une levée de fonds de 3 millions d'euros en obligations pour inviter le grand public à investir, à savoir dans quoi il met son argent et où va être l'impact. Parce qu'on croit beaucoup au local en tant que performance, levée de performance. Pardon. C'est l'émotion de l'annonce. C'est l'hiver qui arrive. Oui, c'est ça. Et donc on invite tout le monde à être acteur au-delà de ses achats pour investir avec nous dans ce projet dans lequel on croit beaucoup. On vous garde avec nous encore un peu. Hein. Caroline, j'en profite pour rebondir. Quand une marque, donc vous êtes directrice artistique de la maison Bompard, quand une marque comme Bompard qui dès le départ est quand même engagée, qui n'a pas attendu que ça soit la mode pour choisir ses matières avec engagement, comment on fait quand même quand on a les outils de production? On parlait voilà de la fabrication française et je sais vous allez nous en parler que vous lancez une collection faite en France. C'est beaucoup plus difficile de se reconvertir quand on est une marque existante. On en parlait avec Perrine.
green que quand on est et qu'on se dit, bah voilà, on a les outils à disposition, on est engagé. Donc comment on accompagne ce virage, y compris artistiquement? Alors, je pense que la première chose, c'est qu'il faut donner envie. Mettez bien voilà, le micro contre votre menton, comme ça on vous entend bien. Comme ça, ok. Voilà. Premièrement, il faut vraiment donner envie. Et je pense que ce que nous avons fait avec l'équipe, etc., déjà j'ai une équipe très jeune, très motivée, tout le monde était à fond pour faire les choses RSE, Made in Green, Ecotex, toutes ces choses-là qu'on fait déjà. Et c'est surtout de créer quelque chose qui peut être fabriqué avec le savoir-faire français, avec notre engagement de soutenir les entreprises françaises et les fabricants, parce que les fabricants de tricotage, ils étaient quand même un peu endormis, et pour les réveiller ou voilà, les restimuler. Et donc c'était un projet qui a pris plus d'un an pour mettre en marche, parce qu'il fallait bien qu'on trouve le bon partenaire. Il faut toujours, dans nos choix de partenaires, qu'on soit aligné sur nos valeurs. Nous avons trouvé un fabricant à Roanne, des gens extraordinaires, et surtout qu'ils avaient des machines, parce que la technologie, elle évolue tout en même temps que nous, on essaie de sauver la planète, et ils ont des machines extraordinaires, de très haute technologie, qui tricotent en 3 dimensions. Et donc ces machines-là... que vous connaissez, je crois, aussi au slip français. Oui. Ils permettent de tricoter des modèles en 3D, c'est-à-dire il n'y a pas de couture, c'est un seul tenant. Et il n'y a pas de perte de tissu, alors? Normalement, il n'y a pas de perte. Il y a toujours... un petit peu, mais on réduit. Voilà, on réduit un maximum, il n'y a pas de coupé-cousu, tout est tricoté en cercle, en fait. J'ai même amené un bonnet pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas de couture sur notre bonnet. Et... Bon, voilà, je ne me rappelle plus la question. Non, mais je vous disais, voilà, comment on fait pour prendre ce virage et quand on est une maison existante. Et surtout, comme j'ai dit, c'était vraiment une très grande volonté de tout le monde, de la direction jusqu'aux équipes, de vouloir faire ce projet. Et il suffit d'avoir la volonté, je pense. Nous, on a toujours travaillé avec des partenaires très alignés avec nos valeurs. Donc, avec le Made in Green, Ecotex, on n'a aucun produit nocif dans les teintures. On fait déjà depuis 3 ans, cette année c'est la 3e saison, une collection qui s'appelle Absolu, qui est fabriquée en Mongolie extérieure, vraiment à la source, avec la matière la plus fine, la plus belle. Et cette matière, la spécialité, c'est qu'elle n'est absolument pas touchée par aucune chimie. En fait, elle est récoltée à la main. Après, il y a 3 couleurs, et c'est les 3 couleurs des chèvres. Il y a naturel, beige et taupe. Et ils sont triés et après lavés comme du savon de Marseille, et après filés. Donc ça, c'est RSE en lui-même. On a aussi The Goods Cashmere Standard, ce qui veut dire que nous, on soutient les fermiers, les bergers, et tous les fabricants qui sont là-bas, pour faire en sorte que les animaux sont bien traités, que... Il n'y a pas de souffrance. On disait, c'est un engagement global. On parlait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de cette marque employeur, d'avoir la fierté des salariés qui travaillent aujourd'hui. On l'a vu, d'ailleurs, il y a un sondage qui a été rendu récemment qui dit la jeune génération fait attention et refuse des emplois parce que la marque n'est pas assez engagée, et je sais que pour citer, dans la junk food, il y en a beaucoup, et aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes refuser de très très beaux postes parce que la marque n'est pas engagée. Oui, c'est vraiment vrai. Et c'est vraiment vrai dans notre société, tout le monde est très engagé. On est tous vraiment pour faire notre maximum pour le climat, pour la santé des animaux, pour le RSE en général. Et tout à l'heure, vous avez parlé de comment on fait avec... des vieux vêtements qui sont faits et qu'on doit acheter moins, etc. Bon, déjà, chez Bompard, on est dans une intemporalité, donc c'est toujours une fine ligne entre être à la mode et garder. Et être dans l'air du temps. Donc c'est ça où je travaille le plus. Mais surtout, on a un atelier savoir-faire, et on l'a toujours eu. Et juste, en fait, voilà, maintenant on en parle, où on peut amener nos anciens pulls et ils sont reconditionnés. C'est magique. On a maintenant, je pense, 6 personnes à l'atelier. C'est des magiciens, des fées. On peut amener tous nos pulls
ils réparent les trous, ils enlèvent les bouloches, ils mettent les patchs en cuir sur les épaules, sur les coudes. Et c'est un service qu'on propose depuis toujours, mais là, vraiment, elle est supprimée. Mais ça n'était pas assez mis en avant. Je pense que, voilà, peut-être les gens, ils ne voulaient pas refaire leur pull, mais maintenant, tout le monde est au courant qu'il faut s'en occuper. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à Vincent pour parler un peu de mobilité et Carlili qui est une solution absolument incroyable. C'est-à-dire que moi, je dis, il y a le monde avant Carlili et après Carlili. Je suis cliente, hein. C'est vrai? Oui, c'est super. Donc, c'est Caroline qui va pitcher pour vous, hein. Non, mais peut-être pitcher pour ceux qui ne connaissent pas encore Carlili, comment vous révolutionnez finalement la location de voitures, mais c'est bien plus que ça. Comment vous allez convaincre tous les habitants des grandes villes, enfin, en tout cas aujourd'hui, c'est Paris et Lyon, ouais. C'est ça, hein, Paris et Lyon, de ne plus avoir de voiture du tout, mais de pouvoir en avoir une quand on en a envie, qui correspond à ses besoins. Nous, on aime bien de plus en plus présenter la boîte en commençant par la mission. Notre mission, c'est d'accélérer ensemble vers une mobilité individuelle durable. En France, on a cité quelques chiffres un peu plus tôt. Les Français, en moyenne, on émet 10 tonnes de CO2 par an, en moyenne par Français. Et 1/5 de ces émissions, donc 2 tonnes, c'est l'automobile. Donc c'est majeur, c'est 15% des émissions. On cherche à s'attaquer à ce problème-là. Et en effet, ce qu'on constate depuis le premier jour, 38 millions de voitures en France qui servent seulement 5% du temps, en fait, c'est pas très efficace la voiture aujourd'hui. Donc notre modèle, c'est de dire, on veut faire en sorte que la propriété soit un peu has-been et que, à contrario, la location de voiture soit génial comme expérience. Je ne sais pas si c'est ce qu'on essaye de faire en fait tous les jours. Donc le principe c'est très simple, il n'y a plus d'agence et vous allez sur le site ou l'application mobile, vous choisissez le véhicule dont vous avez besoin, il arrive directement chez vous. Il vous est livré en fait à domicile. J'ai pas fait exprès de mettre une cliente mystère à côté de vous. Hein. Non, mais c'est le top. C'est presque luxe en fait. On vous livre la voiture, c'est super. On monte dans la voiture, merci, on fait le tour, on vérifie que tout va bien. Et au retour, il faut dire 2 heures avant à quelle heure on va arriver et quelqu'un vient récupérer la voiture. Non, mais c'est vrai que comme génial. Ça, c'est. Et est-ce qu'au niveau des prix, comment on fait pour être attractif ? Et convaincre tout le monde, puisque c'est voilà. On l'est attractif, c'est-à-dire que les prix qu'on pratique sont des prix qu'on retrouve chez des loueurs. Et le secret que je peux dévoiler facilement, c'est qu'en fait, le métier d'un loueur, c'est ce qu'on appelle l'auto de rotation, c'est-à-dire que les flottes doivent tourner un maximum. Et le fait qu'on les livre à domicile, nous permet tout simplement d'élargir la zone de chalandise, c'est-à-dire qu'on va toucher beaucoup de clients potentiels avec une voiture et donc la faire tourner beaucoup. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à maintenir des prix qui sont relativement bas. Et en plus, on n'a pas de coût fixe parce qu'on n'a pas d'agence. Donc, on réduit et où vous stockez toutes ces voitures ? Dans des parkings, ouais. Il faut bien qu'elles prennent de la place quelque part. On les stocke à des endroits clés. Juste pour rebondir peut-être sur la mission, nous on a franchi une grande étape l'année dernière dont on est très fiers. On a levé un peu plus de 24 millions d'euros. Et une grosse partie de cette somme nous sert à transitionner plus rapidement vers l'électrique. Notre ambition, c'est d'être 100% électrique en 2025. Donc ça, c'est assez courageux. C'est courageux et ça ne dépend pas que de vous aussi, ça dépend aussi de toutes les stations-service qui proposeront des bandes de recharge rapide parce qu'aujourd'hui, on sait que qu'est-ce qui fait déjà, il y a le prix de l'électrique qui reste très très cher et ensuite, c'est aussi la peur de dire j'ai un grand trajet à faire parce que finalement, les grosses voitures, on les garde pourquoi effectivement, dans les grandes villes, on se déplace en vélo, en transport en commun, mais qu'est-ce qui fait qu'on garde une voiture ? Tiens, on a envie de partir le week-end, on a envie de partir en vacances. Et parfois, c'est des grands trajets. Et là, on se dit, l'électrique, c'est bien, mais comment je vais faire pour trouver une borne de recharge et si elle ne marche pas ? Donc, en fait, c'est génial d'avoir cette volonté-là, mais je pense qu'il faut qu'elle soit accompagnée aussi d'infrastructures qui correspondent. On est parfaitement alignés. Après, nous, la vision de Carlili, c'est de dire un jour, probablement, c'est le multimodal qui va prendre le dessus, c'est-à-dire qu'on prendra beaucoup plus le train qu'on ne le prend aujourd'hui. On compte sur la SNCF pour se développer. Bon, ça, c'est pas notre métier, mais et en bout de ligne, on louera des voitures de plus en plus avec une expérience beaucoup plus fluide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu un cauchemar quand même, cette expérience-là. Et nous, notre métier, c'est un jour de proposer une expérience vraiment totalement fluide en sortie de train pour finir son trajet en voiture. C'est un peu la condition sine qua non pour qu'on puisse tous rouler en électrique. Parce que le problème de l'électrique, c'est un problème de ressources. Et c'est aussi un problème de borne de recharge que vous avez exprimé. En gros, si on fait comme aujourd'hui, qu'on part tous en vacances le 15 août, on va avoir un petit problème à l'échelle. Ça
n'a pas marché. Mais il y a des solutions qui arrivent. Et après, je sais on a dépassé le temps, mais comme Simone, qui propose en fait des gros cars sur lesquels en fait on ferait un Paris-Lyon et on parque un peu comme le train auto, mais sur des véhicules qui prennent l'autoroute et où les clients sont confortablement installés dans l'autocar et les voitures sont parquées en hauteur. Donc je pense que les innovations et les solutions arrivent. Peut-être un petit mot pour conclure. Aujourd'hui, Carlili, c'est combien de clients? Et juste, comment réagissent les constructeurs automobiles? Je me dis, vous devez être leur bête noire. Eh ben, alors sur la première question, on a un peu plus de 60 000 clients actifs sur Carlili. On est super content, on fait 100% de croissance par an, ça se passe vraiment bien pour nous aujourd'hui. Sur la deuxième question, vous avez raison et tort à la fois, Laura, parce que en fait, ils réagissent pas tous de la même manière, mais on vient de signer un contrat qui est un peu le contrat de notre vie chez Carlili. Bon, je peux pas en parler plus que ça, mais avec un constructeur, et on voit qu'ils sont quand même dans cette logique maintenant de dire l'innovation, elle n'est pas que chez nous, et le modèle de demain, c'est probablement moins de voitures par foyer et des modèles alternatifs comme le nôtre. Donc voilà, c'est en train d'arriver. Je ne peux pas encore communiquer dessus, mais ça arrive. Merci beaucoup et merci à tous les 5 d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Bravo. Merci. Et à très vite.